sous le piano, il y avait le pot de chambre. 3 jours, un pot de chambre, quoi, tu vois, sans le vider et tout. Ouais. Comment ça va, André? Et ça va bien, Ben. Merci d'être là. Bah, je sais pas si je suis chez un psychanalyste ou... Mais il y a un petit peu de ça, c'est très Non, t'es à la sympa. maison. Je suis à la maison, C'est bien, c'est franchement. parfait. Mets-toi bien. Mais tu vas voir, ils sont très confortables, ces sièges. Ouais. Ils incitent à la confidence. Ah, très bien. Et ben, justement, ça tombe bien. Parce que ma première question, et c'est, je crois que depuis que je te connais, donc on en reparlera tout à l'heure, mais depuis du coup très longtemps, parce qu'en fait je te connais vraiment depuis que je suis gamin, à sens unique, hein, parce que toi tu ne me connais pas depuis que je suis gamin. J'ai une question que j'ai envie de te poser, c'est comment on ne devient pas un vieux con? Ah, Pas parce que tu l'es, je me permettrai pas, mais justement, je me suis refait la remarque en regardant le format JQ où tu analyses le rap. Et en fait, je pense que tout le monde s'attendait et s'attendrait à se dire, bon bah voilà, quelqu'un qui vient du classique, qui est pas du tout de génération rap et tout, pourrait se dire, oh là là, c'était mieux avant. Et au contraire, c'est toi qui fais les meilleures analyses en disant, mais ça c'est génial, Jul c'est génial, SCH c'est génial, et avec des vraies explications historiques et comment on en arrive là. alors donc la question c'est comment on ne devient pas un vieux con? Exactement. Ah, il y a un moment donné où je vais l'être, sûrement sur un sujet ou quoi, mais la seule chose qui te sauve de ça, c'est ce que t'as toi, c'est d'être curieux de tout, quoi. Tu rencontreras jamais un musicien qui te dira j'ai tout pigé. Si tu rencontres un qui te dit c'est bon, j'ai compris, c'est que c'est un naze, c'est pas un bon. Ok. Donc le travail de la musique rend humble tous les jours. Tu tires sur un fil. Et plus tu tires, et plus ça vient. Et plus tu vois que c'est infini. Donc moi, mon premier exercice le matin, c'est voilà, je me fous au piano. Cet été, j'ai découvert le tuto d'un vieux pianiste de jazz qui s'appelle Ben Harris, Ok. qui a un truc, il appelle ça la 6e diminuée, quoi, tu vois. Ok. Bref, tu montes ta gamme en accord, mais tu rajoutes une note. T'es pas à 7 notes, t'es à 8 notes, quoi, tu vois. Et c'est un travail de fou. Et parfois, je me dis, mais quoi, t'es encore en train de tirer la langue, en train de baver. Donc t'apprends encore. Ben voilà. Je te disais au début que je te connais depuis très longtemps parce que je t'ai découvert avec la Nouvelle Star, comme beaucoup. Est-ce que ça te saoule un peu qu'on te sorte la rêve de la Nouvelle Star parce que c'est un truc un peu populaire? Ou est-ce qu'en fait t'es content aussi que ça fasse partie de ton parcours? Non, parce que j'ai rien à, j'allais dire, j'ai rien à renier de cette époque et de cette émission où, bah, j'étais moi. J'ai pas joué un rôle qu'on m'a imposé. Et j'ai aucun souci avec ça. L'autre jour, on a fêté les 20 ans Ouais. et on s'est marré, on a retrouvé nos potes. Et puis quand je vois ceux qu'on a sortis, ça va, on s'en est pas trop mal sortis, tu vois. Julien Doré, Camélia Jordana, Amel, enfin voilà, c'était une vraie émission de musique. Où ça aurait pu sembler plus compliqué, parce qu'M6, c'est une chaîne super commerciale, Ouais. et où certains producteurs revendiquaient leur inculture comme un avantage pour mieux s'adresser à la ménagère de moins de 50 ans Wow. qui était, on dit plus ça maintenant, on dit la responsable des achats, Ouais. mais qui était considérée un peu comme une idiote, il faut le Ok. dire quand même, hein, disons-le. Genre, voilà, donc si tu parlais bac plus 2, tu pouvais être segmentant. Segmentant, c'est un mot que j'ai appris à la télé. Je dis, mais ça veut dire quoi, segmentant? Bah, ça veut dire que tout le monde ne peut pas comprendre. Ah ouais, d'accord, ok. Moi, c'est tout le contraire que je pense. Du coup, comme on était en direct, et puis voilà, l'exercice de la Nouvelle Star, puisqu'on en parle, c'est quoi? C'est de décrypter quelqu'un qui vient de chanter devant toi. Ouais. Quelqu'un qui vient de chanter, la musique, c'est quoi? Ça te fait réagir, c'est des émotions, tout de suite. Les émotions, c'est le contraire de la pensée. Donc, tu ressens un truc, mais ça passe pas par la tête. C'est pour ça que les philosophes aiment pas la musique. La musique les détourne de la raison. Ok, parce que c'est pas rationnel. Et c'est pas Ok. rationnel, c'est pas la raison qui marche, c'est le sentiment. T'écoutes une musique, tu transpires de la moustache, une autre, elles te font tirer les larmes. T'écoutes une troisième musique, Wagner, t'as envie d'envahir la Pologne. Enfin voilà, pour citer Woody Allen. Et on comprend pas. Ça reste un mystère. Bref, les philosophes n'aiment pas la musique, mais moi j'aime les philosophes et j'aime la musique. Donc tout d'un coup, quand j'entendais des voix, je dis mais comment me faire comprendre? C'était des gosses, ils avaient 16 ans, 17 ans, ils ont fait la queue pendant 8 heures. Et c'est là que la métaphore, c'est quelque chose qui te permet de te faire comprendre. Et je crois que ça, c'est un peu un atavisme, c'est un peu familial, c'est un peu mes origines arméniennes. Quand les Arméniens ont vécu 700 ans dans un milieu hostile, on va dire,
Donc, tu es obligé de parler la langue de l'ennemi, de te faire comprendre. Parce que là, c'est ta survie qui est en jeu. Si tu te fais mal piger, un mot à la place d'un autre, bref. L'art de la métaphore, ça permet en musique au moins que le gosse y comprenne ce qui m'a provoqué. Ou voilà. Il y a une meuf qui s'appelle Cindy, elle a des dreadlocks, elle est blonde, c'est une petite Suissesse. Elle chante la soul, elle a la voix un peu éraillée. Tu vois, elle est toute fine, mais elle a une grosse voix. C'est une soul girl, quoi, tu vois. Et c'est génial. Elle nous chante Aretha Franklin, elle nous chante tout ça. Un prime, ils lui font chanter du Balavoine. Et là, je fais, mais putain, non, pas ça, quoi. Pourquoi c'est genre, ça n'a rien à voir. Ouais. Et tout d'un coup, putain, elle le fait bien quand même. De la chanson de Balavoine, finalement, elle se l'approprie et tu retrouves sa soul. Et là, là, je la débriefe en lui disant, il y a un philosophe que j'aime bien, il s'appelle Gilles Deleuze. Il a un concept qui s'appelle la déterritorialisation. Un territoire ne vaut que s'il est quitté. Ton territoire, c'est le R&B. Tu l'as quitté pour aller dans la pop, mais tu t'es reterritorialisé. Genre, c'était l'image qui me venait. Ce que t'as fait toi avec la Nouvelle Star. Exact. On est dans la Nouvelle Star et du coup, les gars, ils voient ça, ils disent putain, il devient fou l'autre ici, Gilles Deleuze a un prime, quoi, tu vois. Et en plus, j'ai l'impression que finalement, t'es pas rentré dans les codes où, en effet, on te demandait à chaud dire un truc très rationnel sur toi, un truc très émotionnel. Pour autant, j'ai l'impression que t'as pas trop joué le jeu de ce truc-là et que du coup, c'est même devenu ton personnage. Où il y avait ce truc justement un peu solaire, tu vois, il y avait quelque chose qui se passait, où presque, moi je sais qu'à chaque fois, on attendait ton avis, tu vois, on disait, mais est-ce qu'on va comprendre son avis déjà ? Et il y avait ce truc de, waouh, ok, il nous a donné une leçon, quoi. Bon, écoute, voilà, donc on va dire que dans un milieu qui n'était pas vraiment, j'allais dire, philo-friendly et tout, bah voilà, mais c'est un peu le propre de la téloche, tu peux pas trop mentir, tu peux pas trop fabriquer du fake. Tu sais, tu as les caméras en gros plan sur ta figure, ils vont sculpter jusqu'au fond de ton slip et tout. Tu vois, ça ment pas. Et du coup, ça introduit un rap. Je dirais, c'est presque le côté sympathique de la téloche, quoi. En gros, faut oublier qu'elle est là. Et tais-toi. Et plus tu es toi, et plus les gens ils disent tiens, il y a quelqu'un de vrai en face. Et voilà, tu fais pas des carrières à la téloche si t'as pas c'est ce truc de communiquer, d'avoir du plaisir à parler aux autres, voilà, et à les écouter. Quand je pense à toi, j'ai l'impression que tu as quand même une grande thématique de vie qui te guide, c'est l'amour. Est-ce que tu peux me raconter cette anecdote du chagrin d'amour à 20 ans où tu quittes la France ? Donc, bah oui, alors voilà, premier chagrin d'amour, ma fiancée de l'époque, ma petite amie, ma petite copine avec qui je vais faire Julie, ma fille, c'est-à-dire mon premier amour du lycée. On est fin des années 70, c'est en 79 exactement, donc on est aussi un peu free et tout, tu vois. Okay. L'idée, on essaye de vivre une vraie relation amoureuse, d'où la jalousie serait exclue. Ok. Précurseur. Post-68 ans, non, pas précurseur. Ah ouais 10 et 11 ans après 68. Nos maîtres, c'était les gars de 68 qui, voilà, genre, il n'y a plus de... Ok, parce qu'on parle beaucoup de couples ouverts aujourd'hui aussi. Ah, on en reparle aussi, tu vois, c'est des cycles. Okay. Ah ouais, ok. Et donc, voilà, on a essayé, et puis ça n'a pas marché. Enfin, si, ça... Enfin, sauf que moi, j'ai dit, bon, écoute, ça y est, moi, bon, je veux qu'on revienne ensemble. Bah non. Quoi ? Moi, j'étais allé avec une copine à elle était allée avec un pote à moi. Ben non. Ben comment ça, ben non. Enfin voilà, tu vois, tout d'un coup, tu es là, on est en train de faire quelque chose de révolutionnaire. Tu vois, on peut avoir une relation extra de couple et puis s'aimer toujours autant et tout. Puis ben, elle me dit, ben non, non, moi je suis bien avec lui tout. Oh donc là, tu redescends, là, tu es retour au 19e siècle, voire Cro-Magnon, quoi, tu vois. Tu es là, Bon, et j'ai un pote qui sonne chez moi, il me dit, je le vois tout blanc avec des trucs, je dis, qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, j'ai fait une tentative de suicide, ma meuf s'est barrée. Je suis descendu, je l'ai laissé la porte ouverte, je l'ai laissé devant chez moi, je suis descendu, en bas il y avait une agence de voyage, j'ai dit, un billet pour Boston, s'il vous plaît. Ça a été l'impulsion je voulais foutre le camp, oublier tout ça. Voilà, il y en a d'autres qui s'engagent dans les commandos. Moi, j'étais dans la meilleure école de jazz qui soit. Et quand j'y pense, c'est fou parce que c'est ça qui a déterminé ma carrière. Et je me dis, mais si elle m'avait pas quitté, je serais passé à côté de ma carrière, quoi. C'est fou. Et surtout, c'est l'étape 1, parce qu'en fait, tu finis par revenir. Ouais, parce qu'elle me dit, reviens.
Et donc là, tu dis, si t'étais pas revenu, Ouais, ta carrière aurait peut-être pris un autre chemin encore. C'est ça. Et finalement, t'as pas eu de regret de revenir? Jamais, non, si, les 3 premiers jours. Enfin, j'étais content de la retrouver. Mais 3 jours après, j'ai fait, oh putain, mais pourquoi je suis revenu? Parce que Lyon, Boston, tu vois. Bien sûr. Boston, tu rentrais dans n'importe quel bar. Waouh, je t'explique même pas, quoi. Les gars, ils étaient dans un bar, ils jouaient pour 10 sacs et le lendemain, tu les voyais avec Miles Davis, quoi, tu vois. C'était ça. Bref, du coup, je me suis retrouvé. 3 jours après, on m'appelle. Bonjour, vous êtes André Manoukian? Oui. C'est vous qui avez fait la Berklee School of Music? Ouais, c'est le magasin Grange Music, c'est de vos coordonnées. Voilà, on est un groupe, le pianiste nous a largué. Vous pouvez le remplacer? On accompagne une chanteuse. Je dis, ouais, quel genre de jazz je fais, votre chanteuse? Et là, j'entends un malaise au téléphone, parce que je ne joue que du jazz. Bon, si vous aimez le jazz, on jouera Summertime pendant les balances, mais là, faut venir, on est dans la merde. Je me retrouve clavier chez Michel Thor, mon gars. Ok. Tu vois le truc? Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et en plus de ça, à Boston, on t'apprend les extrapolations d'accords. Ouais. Hein, une extrapolation harmonique, une extension harmonique, c'est tu joues pas quand tu vois écrit do, tu joues pas do mi sol. C'est un peu comme c'est un peu triste quoi, tu vois. Tu fais les extensions, tu fais la 7e, la 9e, la 11e augmentée, la 13e. Donc du coup, tu commences à faire un accord à 7 sons, tu vois, alors qu'il y en a 3 normalement, avec des dissonances. Mais waouh, c'est cool. Mais ça, c'est du boulot. Mais quand alors que toi, on te demande les basiques des basiques. En fait, moi, sauf que je sais pas faire et moi j'ai les réflexes qui arrivent. Je te fais des accords de Stockhausen sur l'autre qui chante Emmène-moi danser ce soir. Là, tu dois avoir un petit moment, tu te dis mais solitude. pourquoi je suis pas à Boston en fait? Qu'est-ce que je fais? Tu dis qu'est-ce que je fais là? Je me suis souvent posé la question qu'est-ce que je fais là? Et le chef d'orchestre, il me chope à la fin, il me dit putain, mais c'est honteux ce que t'as fait et tout. Tiens, voilà la cassette, voilà le truc, apprends. Du coup, j'avais tellement honte, j'ai réappris à jouer avec 3 doigts. Ok. Mais c'est dans ce bain-là que j'ai rencontré un putain de trompettiste qui s'appelle Pierre Drevet. Et avec lui, on a fait un groupe de jazz de dingue qui s'appelle Horn Stuff. On va être reconnu par France Inter. Et c'est là qu'il va y avoir mes premières chanteuses. Bref, ça va être... J'ai 22 ans et on fait un truc, c'est Quincy Jones rencontre Earth, Wind and Fire. Okay. Je te promets, j'ai du mal à dire non. Donc je me laisse embarquer par des trucs. Mais du coup, c'est dans ces bains les plus improbables que j'ai fait les rencontres les plus sympas. Ok. Et j'ai rencontré un autre homme qui est un peu comme moi, mais lui m'a dit en pire. C'est un vieux monsieur, il est plus là, il s'appelle Pierre Barou. C'est lui qui a écrit Shabadabada, Shabadabada. Bien sûr. Avant, il avait écrit à bicyclette. Et puis, il est allé au Brésil. Et puis, il a fait une maison de disques. Et puis, c'est un personnage formidable qui a amené la bossa nova en France à la fin des années 60. Okay. Chico Buarque, voilà, Pierre Barou. Il a sorti Morane. Il était avec nous, un master. Et je lui dis, moi, j'ai eu du mal à dire non, toujours, mais finalement, ça m'a porté chance. Il m'a dit, moi, j'étais comme toi, mais en pire. Du coup, j'ai appelé ça le devoir de disponibilité. J'ai dit, Kiesako. Il a théorisé le... Mais ouais, okay. On te demande un truc, c'est un devoir, tu dois être disponible pour l'autre. Et il me donne un exemple. Donc, il est jeune, il vient de gagner un peu de sous avec la chanson à bicyclette qu'il a écrite pour Yves Montand. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait dans les années 60? Il s'achète une caméra 16 mm. Ça n'existait pas. S'il y en avait très peu, ça valait très cher. Et tout d'un coup, ça va te permettre de faire des reportages et tout ça. Il a un pote caméraman qui fait « Waouh, tu t'as acheté cette caméra? Tu peux me la prêter, s'il te plaît? Je pars faire un reportage au Brésil. » Le mec, il vient de s'acheter un truc rare qui coûte la peau du cul. Et il dit « Ok, je te la prête. Ouais. » Tu vois, il faut le faire déjà. Parce que, bon, devoir de disponibilité. 2 jours avant qu'il parte, son pote l'appelle. Je suis malade, j'ai la fièvre, je peux pas partir. Tu veux bien partir à ma place? Et le voilà embarqué dans un reportage au Brésil avec des ethnologues. Cette caméra 16 mm dont il sait à peine se servir. Mais du coup, de ce voyage au Brésil, qu'est-ce qu'il va ramener lui? La bossa nova. Et Shabadabada. Shabadabada. Devoir de disponibilité. C'est incroyable. T'as l'impression d'être encore comme ça? D'être un yes man, on pourrait dire. Ouais, et parfois ça m'énerve, tu vois. Là, exemple... tu regrettes d'être ici, pas. Pourquoi j'ai pas dit non? C'est Elodie qui m'a dit, donc je l'écoute, je fais ok. Mais par exemple, demain matin, j'ai dit oui pour un reportage sur France Culture, un mec qui veut des trucs sur la chanson et tout. J'ai dit ok. Tu viens à 11h, à midi, j'ai fini et j'ai un train à 14h.
le train à 14h, finalement, c'est reporté à midi. Donc, je peux plus faire son truc. Ouais. Donc, je l'appelle et pendant que le téléphone sonne, je dis je le fais pas plus tôt parce que, putain, je suis cassé, j'ai envie de dormir. Je vois ce qui arrive. Et le mec, je lui dis je peux pas parce que j'ai un train qui part à midi. On peut le faire plus tôt si tu veux. Et moi, tout de suite, oui. Bien sûr. Bien sûr. 7h du Et matin. alors, oui. j'avais dit non. Bon, mais voilà, après, quand il sera là, j'ai pas regretté. Écoute, faut se donner des coups de pied au cul de temps en temps. Et quand c'est les autres qui le font, c'est gentil. Enfin, en plus de ça, c'est des coups de pied au cul qui sont très agréables. Enfin, je veux dire, bon. Oui, t'as compris. Bien sûr, les gens l'ont. Voilà. Moi, je suis pile dans une période de ma vie où beaucoup de choses s'accélèrent. J'ai beaucoup de réalisations de ce qu'a été le couple de mes parents, du couple que moi j'ai envie de créer. Est-ce que toi, tu as un conseil, parce que j'ai pas énormément d'exemples pour le coup, donc ça m'intéresse d'avoir du recul là-dessus, du secret, je pense pas qu'il y a un secret, mais du secret de la durabilité d'un couple. Comment on fait pour faire durer un couple ? Waouh! Alors, déjà, tu parles de tes parents, mais moi, je pense pas qu'il faille reproduire absolument le modèle des parents. Je pense que tu le veuilles ou non, t'es imbibé par quelque chose. Moi, je crois que l'éducation, c'est pas quand tu dis à un gosse fais ci ou fais ça, c'est la vibe que tu dégages. C'est par capillarité. Tu vois ce que je veux dire? Un enfant, et comme les chiens aussi font ça, je te jure, ils chopent la vibe. C'est très impressionnant chez les chiens parce que moi j'ai eu 3 chiens et les 3 chiens ils sont toujours aussi fous et je sais que c'est ma meuf qui les rend tous comme ça. Elle pourra prendre du pitbull au Saint-Bernard et ils sont tous comme des cons à la fin. Voilà. Mais ça, tu vois, c'est la vibe que tu dégages. Mais ça se contrôle pas, ça. Ça se contrôle pas. Donc toi, ne pense pas, tu as une vibe en toi et cette vibe-là, c'est elle qui va t'animer. Ta meuf, elle est trop cool. Elle est trop jolie, je viens à peine de la croiser. Mais c'est peut-être aussi symptomatique de cette époque. Peut-être que moi, j'ai vécu dans une période où on était plus insouciant, où l'avenir n'était pas... Moi, dans ma jeunesse, l'avenir était porteur d'espoir. Aujourd'hui, peut-être moins. Mais malgré tout, voilà, faut pas se poser... il faut pas se poser de questions, faut foncer. Moi, je suis bélier ascendant vierge. Le bélier, il fonce, la vierge, elle réfléchit. Mais je réfléchis après avoir foncé. Et je pense que c'est ça le conseil que je vais te donner. Si elle est là, si vous allez faire ce que vous allez faire, putain, c'est génial, vas-y, à donf, quoi. C'est pareil avec le ski et le vélo. C'est genre, si tu regardes... Enfin, moi, je te parle du vélo qu'on fait à Chamonix, hein, c'est-à-dire ça monte comme ça et ça descend comme ça. Je viens de la Normandie, c'est pas le même vélo. Voilà, tu vois, donc là, c'est... Si tu regardes les obstacles qui sont devant toi, tu fais rien du tout. Tu te mets à freiner... Tu flippes et le moins de cailloux, comme tu n'as pas assez de vitesse, tu regardes loin, loin, loin. Tu as une espèce de vision globale de direction et tu as tout qui passe. Tu ne les vois pas, les obstacles. Et c'est pareil avec le ski, quoi. Le ski, tout d'un coup, tu vois une bosse, tu fais... tu vas avoir un petit raidissement et ce petit raidissement, bah, justement, ça va faire que tu vas mal à négocier. La bosse, tu la vois pas. Tu lèves le nez un petit peu plus et c'est génial. Puis après, tu as un troisième truc, mais ça, c'est des balaises. Tu te diriges aux étoiles. Mais là, c'est encore autre chose. Wow. T'as l'impression de partir vers ça, toi ? J'aimerais bien, franchement, mais je sais pas si j'y suis encore. Moi, je suis dans une espèce d'inconscience assez globale, mais t'as les gens qui regardent la carte et puis qui sont nés par terre en train de remettre le pied. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Après, t'as les gens qui commencent à piger comment c'est les cartes et qui commencent à lire le paysage. Puis encore une fois, t'as le troisième qui lève le nez et puis là, tu parles aux étoiles. C'est pas mal quand même. Et c'est comme ça qu'ils se dirigeaient, les anciens. Oui, bien sûr. Quelque chose de plus fort que nous. Ouais. Est-ce que tu as des regrets ? Moi, il y a un truc auquel je pense maintenant, parce que je pense que tu l'avais déjà dit, c'est le regret de ne pas avoir une belle voix. Je savais pas comment le dire de manière polie. C'est-à-dire que je suis musicien et je chante faux comme un jambon, donc voilà, c'est posé. Mais parce que je crois que je t'ai jamais réellement entendu chanter. Non, c'est impossible, je chante faux. C'est une malédiction. Parfois, quand je suis avec des chanteuses et que je leur chante la mélodie, tu veux pas me jouer au piano parce que j'ai pas vraiment pigé. Et ça, aujourd'hui, c'est un complexe ou c'est un regret ou en fait, c'est OK? Franchement, non. De toute façon, c'est comme ça, c'est accepté, c'est casé, c'est acté. Et puis, au contraire, je pense que c'est ça qui m'a fait tomber en amour de la voix quand j'ai découverte, finalement, un petit peu tard, pas tard sur mon parcours, mais j'avais plus de 20 piges et tout. Et
Et j'avais des a priori contre. Pour moi, le chant, ça n'avait aucun intérêt. C'était Ok. de la variété. Je faisais pas la différence entre Sheila et Stevie Wonder, quoi. T'as qu'à Ok. voir. Tu sais, t'es un peu sectaire dans le jazz et tout. Et le jour où j'ai rencontré une chanteuse dans un studio, je lui ai dit, tu veux pas essayer de faire un solo sur... Et qu'elle a commencé à ouvrir la voix, j'ai fait, waouh, c'est le plus bel instrument du monde. Et là, j'ai switché. Donc, en réalité, la voix, ça reste pour moi le plus bel instrument qui soit. Ouais. Au niveau de l'émotion, au niveau tu peux pas trouver un instrument plus expressif qu'un chanteur. Et en même temps, je veux dire, quand tu te mets à son service, l'avantage, c'est que ça t'oblige à faire de la mélodie. C'est-à-dire à être simple. Tu peux pas faire des écarts trop sophistiqués et tout, antinaturels. Et du coup, c'est grâce à la voix que j'ai assumé. Alors, pour un jazzman, c'est pas évident de faire des mélodies simples, de faire des petites ritournelles. Et ça, c'est la chose la plus difficile du monde, au fond. C'est-à-dire que maintenant, t'es revenu à 3 doigts sur le piano. J'essaye de trouver... Non, 3 doigts au niveau du chant. Par contre, derrière, tu peux... quand même, tu peux tricoter un petit peu. Par contre, il y a un truc que j'ai pas non plus, c'est le sens du... J'allais dire, c'est... Putain, quand j'entends des beats de beatmaker et tout... Et je suis toujours en train de rêver de faire le projet avec un piano un peu jazzy déstructuré, la pure voix et un beat de la mort. Peut-être un featuring, il y a une collab qui va se faire peut-être. J'ai l'impression. Peut-être incroyable. Que tu vas même me donner quelques 06 là. Bien sûr, ouais. Il y a des contacts, je pense, on a déjà vu là. Il y a sûrement des trucs qui vont se faire, c'est intéressant. Il y a quand même un truc qu'on n'a pas dit, c'est que je suis quand même en face d'un chevalier. Ah oui. T'es chevalier des arts et des lettres, c'est ça ? C'est ça, ouais. Alors moi, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux expliquer aux gens aussi qui ne savent pas ce qu'est un chevalier des arts et des lettres ? Alors à un moment donné, il y a quelqu'un dans ton entourage qui propose au ministre de la Culture, pour honorer les services que tu aurais rendus à la culture en me concernant, qui te propose, et toi tu le sais pas, et un jour tu reçois un mot du ministre qui dit est-ce que vous voulez bien être chevalier des arts et lettres ? Enfin voilà, et là tu fais waouh. Et évidemment, je pense que j'ai accepté pour mon père. Ouais. C'est con, il n'a pas pu venir parce que voilà, il était à Lyon, il pouvait déjà plus se déplacer. Mais donc du coup, sur le coup, tu dis, tu sais pas trop et tout. Et moi, j'ai été chanceux parce que en même temps que moi, il y avait Jeanne Chéral, qui est une chanteuse qui écrit vachement bien, que j'adore, qui fait des textes ciselés, très très beaux, qui chante, qui joue au piano. Et du coup, j'étais chevalier, elle était ma chevalière, c'était pas mal. Et c'était une jolie cérémonie. La ministre de la Culture, c'était Aurélie Filippetti. Je dis, c'est cool, c'est une femme, elle est de gauche, ouais, tout va bien. Tu vois, il y avait des cases planète alignée assez sympathiques. Et puis voilà, quoi. Après, je t'avoue que j'avais complètement oublié que, voilà. Mais après, pour un fils d'immigré arménien, c'est sympa d'être dans la chevalerie. C'est pour ça que tu dis que tu l'as aussi fait pour ton père ? Parce qu'il y avait un symbole particulier de... Pour mon père et pour mon grand-père. Mon père, il a été obligé de tirer l'aiguille. Il était très doué pour les études, mais hélas, à 12 ans, il a dû bosser pour s'occuper de sa famille. Mes grands-parents sont arrivés dans ce pays, ils ne parlaient pas français. Ils sont morts, ils ne le parlaient pas très bien non plus. Donc voilà, tu sais que tu as tout ce truc familial et tout. Tu dis, putain, quelque part, ils doivent être fiers, quoi, tu vois, parce que c'était... rescapés du génocide arménien, et puis ils sont venus ici dans la misère la plus totale. Et voilà, tu dis, tu le fais pour eux, ouais. Tu sais, les ancêtres, il y a des religions, c'est le culte des ancêtres, quoi, tu vois. T'as carrément le crâne des ancêtres qui sont là dans un hôtel et tout. Moi, je voudrais que... tu veux laisser qu'après ma mort, on boive de la vodka. Très bien, c'est une petite shot. Est-ce que tu as peur du temps qui passe ? Ben, curieusement, non. Parce que j'ai l'impression que plus on vieillit, moi je le dis du haut de mes 30 ans, plus on vieillit, plus on se rend compte que le temps passe. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, toi, à 30 ans, t'es vieux. Moi, à 66 ans, je suis super jeune. Non, tu vois, c'est fou de se dire... En fait, à 15 ans, t'as aucune idée que le temps passe. À 30 ans, je commence à voir derrière, et je me dis, il y a pas mal d'années derrière, en fait. T'as raison, parce que moi, je crois que c'est mes 30 ans qui m'ont fait le plus flipper.
Parce qu'on quitte la vingtaine, donc tout d'un coup, on est plus dans l'âge insouciant. Ouais. Mais après, je te jure que plus les dizaines vont arriver, et plus ça va être cool. En réalité, il se passe... Voilà, quand tu es en train de tirer sur ce putain de fil, et que tu as un peu de temps, bah, ça commence à être sympa. C'est-à-dire que moi, je vois, t'avances et tu commences finalement, à accumuler des bagages, mais qui vont te servir. Quand t'es musicien, tu restes un ado, quoi. Ok. C'est ça qui est triste. Enfin, c'est triste et c'est pas triste. Donc, du coup, t'as pas le sentiment d'être vieux. Ouais. Enfin, tu vois. Ça serait quoi le sentiment d'être vieux? Ça serait se dire, putain, j'ai accédé à la sagesse suprême. C'est formidable. À la vieillesse, hein, le bon côté, c'est la sagesse. Bon, ben, quand t'es toujours comme un ado, tu fais vivement que je vieillisse encore un peu parce que là, ça le fait pas, quoi, tu vois. T'as pas l'impression d'avoir acquis une certaine sagesse? Pas évidemment la sagesse absolue qui, je pense, n'existe pas, mais un truc peut-être où tu te dis, ah, ok, là, depuis les 65 ans, on va dire, par rapport à mes 30 ans, c'est sûr, je suis beaucoup plus serein sur ça, où j'ai appris ça. Pas vraiment. Par contre, j'ai toujours du plaisir. L'été dernier, j'étais au bord d'une piscine dans le sud, un petit moment magique, et j'écoutais Gilles Deleuze, encore lui, qui parlait de Spinoza. Est-ce que tu veux que je te raconte l'immortalité selon Spinoza en 1 minute 30? Avec plaisir. On lance un chrono ou Vas-y, on lance un chrono. En 1 minute 30. 1 minute 30, ok? Lancer chrono, 1 minute 30. Alors, selon Spinoza, il y a la substance. La substance, c'est ce qui nous réunit tous, c'est la vie, ok? Il dit pas Dieu, la nature. On peut dire Dieu, la nature, c'est la substance. Nous sommes tous des attributs de cette substance, ok? Toi, moi, la tasse, la table, ici, ok? Nous sommes tous des attributs infinis de cette substance. Appartenant à cette substance, toi, tu es une extension de moi. Le poteau, le ciel, l'arbre, ce sont tous des extensions de moi. Maintenant, l'homme a 3 niveaux de conscience. Premier niveau de conscience, bas du front. Je ne comprends pas les rapports entre les extensions infinies de moi-même et moi. Exemple, je rentre dans l'eau, la vague arrive, je bois la tasse. Je dis, quelle conne cette vague. Deuxième état de conscience, je comprends les rapports entre les extensions infinies et moi-même. La vague arrive, je lève le nez, je bois pas la tasse et je sais nager. Troisième état de conscience, en un quart de seconde, je comprends que tout ça, c'est moi et je me sens d'un bonheur incroyable puisque mes extensions vont jusqu'à la lune, jusqu'au soleil, jusqu'à l'infini et j'ai la conscience de tout ça. Donc moi, quand je vais partir, ça va rester. Moralité, je suis immortel. 1 minute 21. Waouh, bah, il te reste 8 secondes si tu veux. Bon, écoute. Ouais, incroyable. Mais attends, ça c'est la théorie, mais est-ce que dans la pratique, t'as pas des moments où tu te dis, oh, je vais mourir en fait? Tu vois? Ah, la mort. Alors, moi, écoute, c'est dur à dire, mais ça m'a jamais fait peur, mais peut-être que je sais pas pourquoi, parce que j'aime dormir et je me dis, putain, la mort, c'est génial. C'est le réveil putain, tu peux dormir peinard sans que personne te réveille, t'as pas rendez-vous, t'as pas les casse-couilles au cul et tout. Et je sais pas pourquoi, j'ai jamais eu cette angoisse-là. Après, le jour où tout d'un coup, j'imagine que tu sens que tu es dans une maladie où on commence à te dire il t'en a plus pour longtemps. Là, c'est peut-être pas la même, mais on va mettre ça sur le dos de mon inconscience légendaire. Parce qu'il y a un deuxième truc aussi pour réussir sa vie, enfin, qui m'a fait réussir moi, c'est que j'ai pas peur du ridicule. Ok. Tant pis, j'aime ridiculiser, mais je plonge, quoi, tu vois. T'as des moments où tu t'es ridiculisé? Oui. C'est vrai. La réponse est arrivée très vite. Ben ouais, j'ai vu un dossier. Je commence une phrase et je sais pas où je vais finir. Et là, les gens, je sens la panique dans leurs yeux et tout. Et moi, je fais oh là là. Et puis bon, je vais finir par atterrir quelque part, mais ça fait rien. Si t'es tout le temps dans le contrôle et tout, c'est affreux. Tu vis une vie de cauchemar, quoi, tu vois. Donc, quand tu t'en fous un petit peu, c'est pas mal. Finalement, se foutre un petit peu des choses, les philosophes appellent ça le détachement. Est-ce qu'à te détacher de tout, finalement, t'es pas un espèce d'électron libre ou finalement, ça, tu vois, c'est une bonne question. Ça te détourne un peu. Ou t'es jamais vraiment avec quelqu'un. Ouais.
putain, il m'a cerné, les gars. Aïe, 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 aïe. C'est mon métier. Je suis un professionnel. Ça peut être ça, effectivement, le pendant de l'affaire. C'est qu'autour de moi, on me dit t'es pas là. T'es là, mais t'es pas là. T'es un peu toujours ailleurs. Après, quand tu regardes la vie de Beethoven, qui restait 3 jours sur son piano, il avait touché à peine l'assiette. Sous le piano, il y avait le pot de chambre. 3 jours, un pot de chambre, quoi, tu vois, sans le vider et tout. Ouais. Parce qu'il est là en train de dire, putain, fuck, j'y arrive pas, fais chier, bam, bam, bam. Il rature. Tu dis, bon, voilà, quoi. Ouais. Comment veux-tu qu'un mec comme ça, il se marie? C'était pas possible. C'est clair. Qu'il ait une vie sociale, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. Mais voilà, quand tu l'écoutes. Est-ce que toi, justement, parce que peut-être que Beethoven, il s'en foutait de sa vie sociale et il s'est dit, moi, après ma mort, je veux qu'on retienne tout ça de moi, c'est ça qui va rester. Non, il s'en foutait, tu crois? C'était viscéral, en fait. Il pensait pas ça, il dit... à la fois, il pensait pas ça, il pensait pas l'après. Pour une bonne raison, c'est qu'on ne jouait pas la musique des morts. Beethoven... Ah ouais? Ouais. Bach est oublié dès qu'il est mort, Mozart est oublié, Beethoven est oublié. Il faut attendre le milieu du 19e siècle pour qu'on ait la notion de patrimoine. Quand je te dis qu'ils sont oubliés, ça veut dire qu'ils sont plus joués. À l'époque, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas, y a pas de disque, il n'y a rien du tout. Les ayants droit, mauvaise époque. Les ayants droit non plus. Voilà, pire héritage, quoi. Donc, c'est quoi le business de la musique? C'est quand même les éditeurs qui éditent les partitions. Ouais. Mais ils vendent quoi? Les airs à la mode. Les trucs qui se vendent plus, ils les foutent à la cave s'ils les brûlent pas. Ok. Donc, tout d'un coup, on est allé chercher des vieux manuscrits. C'est là qu'on s'est dit, merde, mais il y a des chefs-d'œuvre derrière nous. L'idée, c'était vraiment d'avancer. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait de ces partitions, en fait? On va les mettre où? On va les mettre dans nos écoles de musique. Et c'est pour ça que nos écoles de musique, on va peut-être les appeler des conservatoires. En fait, c'est horrible parce que non seulement je savais pas, mais je m'en veux de même pas m'être posé la question. Alors que je passe devant le conservatoire de Caen depuis des années. Voilà. Je me suis jamais dit pourquoi conservatoire. Qu'est-ce qu'on conserve là-dedans? Okay. L'idée, c'était tout d'un coup. Et du coup, deuxième mouvement funeste, on cesse d'apprendre l'improvisation aux musiciens. Tous les musiciens classiques savaient improviser. On leur dit désormais, maintenant, vous êtes là pour jouer les immenses géants qui étaient là avant vous. Okay. C'est le début de... Vous arrêtez de vous exprimer, vous êtes là pour servir les autres. Mais moi, quand je croise sur ma route un pianiste classique et qu'on joue dans le même festival et qu'à la fin, les gens ils nous disent « Allez, un bœuf », et que le mec, il murmure à l'oreille « Je suis incapable d'improviser sur Au clair de la lune », alors que tous les compositeurs qu'il a joués, lui, savaient le faire, je dis, il y a quelque chose qui déconne dans ce monde, quoi, tu vois. Ouais. Non seulement ils improvisaient tous, mais il y avait des battles. Bach versus Louis Marchand. Oh là là, les gens pariaient. Du classique. Mais évidemment, ils adoraient ça. Mais quand tu dis battle, vraiment en face à face. En face à face. Mozart versus Clémenti de clavecin. Ça se passe au palais impérial de Schönbrunn. L'empereur, il fait Jacques Martin, il comprend rien. Il dit, vous avez gagné tous les deux, mais les meufs, elles sont folles. Enfin bref, les gens, ils sont hystériques parce que c'est le principe de la battle. Les deux se grimpent dessus. On parie. Il y a des enjeux, c'est là qu'ils se font le plus de thunes. Beethoven, quand il apprend qu'il est sourd, il écrit « Je pourrais plus donner des cours et je pourrais plus faire de duels ». C'était leur source de... C'était là qu'ils se faisaient beaucoup de pognon avec tous les paris des gens. L'histoire se répète. Tu vois, constamment. Ouais. C'est ça qui est génial avec le rap, c'est que déjà il s'appelle MC, maître de cérémonie. Ouais. Sans savoir que les premiers musiciens, c'était les sorciers, donc les maîtres de cérémonie, dans les tribus premières. L'instrument de musique, c'était ce qui nous servait à communiquer avec les esprits de la nature. Et le deuxième truc, voilà, le principe des battles, qui est un principe de défi le plus pacifique qui soit, le plus génial. Est-ce que toi, tu as l'impression, en électron libre que tu es, d'avoir une mission de vie? Alors ça, j'y ai jamais pensé. Moi, je crois que l'altruiste, celui qui fait du bien pour les autres, il le fait d'abord par égoïsme, parce que ça lui fait du bien à lui, ok? Donc, on va dire que mon principe à moi, c'est une forme de principe de plaisir, de jouissance de la musique, de jouissance de la vie. J'ai eu de la chance, c'est mon père qui m'a appris ça, parce qu'il m'a appris la philosophie, la musique et la montagne. La montagne, c'est l'art d'avancer pas à pas. Putain, tu la vois, elle est super haute. Quand t'es gamin, tu veux les tuer, tes parents, putain. Pourquoi on est là? Qui est une leçon d'humilité aussi. Exactement. D'être humble face à la montagne. Et petit à petit, tu t'aperçois que tu vas y arriver. Donc la fois d'après,
t'en baves encore, tu leur en veux, mais tu dis, ok, ça vaut le coup parce que là-haut, ça sera beau. Et là, quand t'as gagné, c'est quand tu t'en fous, que t'arrives ou pas, et quand tu commences à prendre plaisir à dérouler, pas après pas. Et c'est pareil en musique. Quand tu commences à prendre plaisir à faire les gammes, les exercices les plus fastidieux qui soient, et que t'es dans le son, t'es sauvé, t'es sur le bon chemin, quoi. Là, tu t'en fous d'arriver au sommet. Ouais. T'es juste reconnecté à l'instant présent, de te dire est-ce que je suis en train de kiffer cette montée? Tu déroules, t'es dans le mouvement, t'as un truc qui ronronne comme ça, il va... c'est bon. Est-ce que tu auras un conseil à donner aux jeunes générations qui se posent des questions sur leur avenir? Je vais dire un truc, pour moi, il n'y a pas de jeune génération et de vieille génération. Maintenant, les générations, c'est tous les 5 ans. Donc, il y a des gosses qui comprennent plus, des gosses de 20 ans qui pigent plus les gosses de 15 ans. Donc, je crois que ça, c'est un tout petit peu obsolète. Je pense que les gosses de maintenant, ils ont des outils phénoménaux de connaissances, et qu'on le veuille ou non, ils vont vers la connaissance. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait le pire et le meilleur sur Internet, mais vraiment, de toute façon, ça a toujours été la tragédie de l'homme. Il a le choix, quoi, tu vois. Donc, voilà, ça. Sauf que on n'a jamais eu accès à autant de connaissances qu'aujourd'hui. Donc, moi, je vois avec mes gosses, leur conscience, elle est, voilà, si je le fais plus, mais si je jetais un truc par terre en me disant, ou à la montagne, c'est biodégradable. Eux, ils me disent c'est biodégueulasse. Donc, ils ramassent l'épluchure de clémentine. Alors que moi, je me dis, c'est peut-être pour les oiseaux. Tu vois, il y a une conscience, mine de rien, cosmique qui est en train de s'établir du fait qu'on est tous connectés les uns aux autres. C'est Avatar. Cette conclusion. Je vais garder juste au montage, c'est Avatar. Voilà. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui ont l'impression qu'ils sont plus des jeunes et qui ont l'impression que leur avenir est derrière eux? Oh merde, allez voir Ben Nevers ou prenez-vous un bon psychanalyste. Mais jamais, c'est pas possible de penser comme ça. Je dirais presque encore moins aujourd'hui. Alors après, les gens qui penseraient ça voudrait dire quoi? Qu'ils avaient un rêve et qu'ils l'ont pas accompli. Peut-être qu'il faut qu'ils se posent des questions par rapport à ce rêve qu'ils n'ont pas accompli. Et peut-être que c'était pas le bon rêve. Et peut-être qu'ils n'ont pas eu le courage. Peut-être qu'ils s'en veulent à cause de ça. Peut-être un des mauvais côtés de la Nouvelle Star, c'était ces gosses, ils avaient un espoir d'arriver, d'être des stars. Mais de quoi on parle? On parle de musique. Si la musique, tu l'aimes et que tu lui rends hommage avec tes faussetés, avec tes maladresses et tout, mais moi je vois des gens dans des chorales, et ça les éclate. Et quelque part, c'est ça. Dans amateur, il y a amour. C'est ça que j'ai envie de dire aux gens qui auraient peur d'être passés à côté de quelque chose. Moi, j'ai jamais voulu être quelqu'un de connu. Moi, j'étais bien dans mon coin. Bon, c'est arrivé, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est d'être heureux avec l'art que tu pratiques à quelque niveau que ce soit. 1981, Mitterrand arrive au pouvoir. Sujet d'actualité, il met la retraite à 60 ans. Un garagiste à Lyon décide de prendre sa retraite. Le gars, il est garagiste. Toute sa vie, il arrivait de jouer de la musique, mais il n'a jamais touché un seul instrument. Il vend son garage, il sort, il va au conservatoire de Lyon, il fait « Bonjour, c'est quoi l'instrument le plus facile à jouer, le moins difficile ?» Mec sympa le regarde, il dit « La clarinette. » La clarinette, c'est une grosse flûte. Le son, une fois que tu l'as, tu vois, ça va. Mec, il s'inscrit, clarinette. Première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, il passe son prix. Il sort avec son prix du conservatoire de Lyon et il voit dans le couloir du conservatoire audition pour orchestre de l'Opéra de Lyon, recherchons un flûtiste, 2 trompettes, une harpiste, une clarinette basse et tout. Niveau requis, prix de conservatoire national. Il voit son truc, il va vers une nana, il dit « Avec ça, je peux faire ça ?» L'autre, elle dit « Bah oui. » C'est le diplôme qui vous permet de faire cette audition. Tu sais comment ça se passe, les auditions en classique? C'est beaucoup plus cruel qu'à la Nouvelle Star. Tu joues derrière un drap. Parce que si dans le jury, il y a
fatalement un de tes profs. Il peut être influencé parce que tu étais son élève. Donc, ça s'appelle à l'aveugle. Okay. Et la première fausse note, cloche, tu sors. Et t'es pas débriefé, mon gars, tu vois. Donc, il est derrière son drap. C'est une autre émission que la Nouvelle Star. Oui, je vois. Viens, on fait ça ensemble. De l'autre côté du drap. C'est une bonne idée. On appelle ça. Ce serait génial. Et on pourrait même... Ou alors on enlève le drap et on retourne des sièges. Comme ça, c'est moins galère parce que le drap, ça, en lock, c'est cher. Mais on en reparle après. C'est pas mal. Le gars, il joue derrière son drap. Il est pris. 65 ans, il rentre à l'Opéra de Lyon. C'est une vraie histoire ? C'est une vraie histoire. En même temps, ça aurait été horrible que tu me dises cette histoire, je viens de l'inventer. C'est incroyable. J'adore ces parcours d'avoir plusieurs vies dans une vie aussi. Mon père me disait c'est difficile de réussir sa vie professionnelle, mais c'est encore plus difficile de réussir sa vie de loisir, et c'est encore plus difficile de réussir sa vie de famille. Genre, il me disait, genre, ok, tu vois, le vrai truc, c'est ça. Tu réussis ta vie de famille, t'as tout réussi, quoi. Il essaie de te passer un vrai message, alors. Bah oui, il avait La vie de raison. famille, c'est compliqué. J'ai fait des erreurs, mais... Non, c'était moi. Il voyait comment je partais et tout ça. Et d'une certaine manière, ça veut dire, putain, si t'as réussi à dégager des bonnes vibes avec ceux qui sont autour de toi, c'est cool, quoi. Franchement. Au tout début, quand on a commencé cet entretien, je t'ai dit que t'arrivais à pas devenir un vieux con. Ce qui me fait une pirouette incroyable pour dire que t'as 66 ans et t'es sur Twitch. qui est quand même incroyable. Ça, c'est à cause d'Elodie, ma manager. Mais c'est génial. Et est-ce que tu kiffes ? Qu'est-ce que tu fais pour les gens qui auraient envie de sub, qui savent pas ce que tu fais sur Twitch ? Moi, quand j'étais musicien, dès que je rencontrais un pianiste, je sautais dessus comme la vérole sur le bas clergé. Je disais, s'il te plaît, donne-moi des cours, je sais pas improviser, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors que j'étais timide, tu peux pas savoir comme ça me coûtait. De temps en temps, il y en a un qui venait, qui me donnait un conseil, puis qui se barrait, putain, voilà. Quand on fait sa musique, encore plus aujourd'hui, on est tout seul dans un coin. À la limite, t'es dans un groupe. Tu vois, putain, c'était, voilà, les gars, c'était frangin, on se serre les coudes, tu vois, t'as une émulation. Là, aujourd'hui, avec les ordis, chacun est tout seul chez soi. Ouais. D'une fois que t'as fait ton truc, tu fais des produits finis, tu fais des disques entiers mixés sur ton laptop. Billie Eilish, ils ont mixé ça dans Logic, quoi, tu vois, le frangin est un fucking genius, quoi, tu vois. Mais tout le monde n'est pas Billie Eilish ou Phineas, son frangin. Donc, t'as des gens qui ont fait des trucs. Quand je marche dans la rue, des fois, je rentre chez moi avec 5 disques. Je sais pas comment ils font. Il y a des gens qui me repèrent, ils vont dans leur bagnole ou ils l'ont sur eux, s'il vous plaît. J'ai juste besoin d'un avis. Ils me disent ça. C'est pas faites de moi ou signez-moi, c'est juste, j'aurais juste besoin d'un avis. Donc, je me suis dit, il y a un truc utile que je peux faire pour les autres. Finalement, c'est débriefer leur boulot. Parce que c'est jamais tout bon et c'est jamais tout naze. Je me suis mis sur Twitch. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette interaction immédiate entre les gens. Et j'ai commencé à leur dire... Alors, j'ai commencé pendant le Covid. Là, je faisais la musique des prénoms des gens. C'était rigolo. Et je les voyais. Fais mon prénom. Et j'improvisais dessus. Et puis après, du coup, ça a pris cette autre tournure sur Twitch où, en réalité, je m'aperçois qu'il y a ce qu'on appelle une commu. Ouais, une communauté, ouais. C'est ça, une communauté bienveillante. Et là, je fais pas des gros scores, mais il y a une petite base de 150 personnes qui sont tous des icos, qui commencent à bosser ensemble les uns les autres. Mon rêve, ce serait que les gens de cette communauté bossent, s'entraident ensemble, taffent, se donnent des conseils. Tu vois, il y a quelques temps, je pensais, et sincèrement, un talent ne peut pas passer à côté de son destin. C'est pas possible. Même du temps où Internet n'existait pas, Barclay, encore une fois, qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait des radios crochets, des auditions dans toute la France. Il louait des trucs et tout, et tu y allais, et t'étais repéré, et bim, si t'avais du talent. Après, avec Internet, encore mieux. Le gars, il est dans sa piole, et bim, il est repéré, il fait beaucoup de... Voilà. Mais sauf que maintenant, il y a 100 000 nouveautés par jour sur les plateformes de streaming. Waouh. Comment tu fais ? Le temps n'est pas extensible. Avant, tu avais 10 gardiens qui t'empêchaient de rentrer dans la piscine. Les gardiens, c'était les maisons de disques. C'était eux à qui tu t'adressais. Une fois que tu commençais à piger comment ils fonctionnaient, si tu étais patronas, tu arrivais à rentrer dans la piscine. Maintenant, tout le monde rentre dans la piscine. 100 000 personnes dans une piscine. Tu vois l'état de la flotte, ça pue du cul. Ouais. Comment tu fais pour sortir de là ?
Tout le monde ne peut pas respirer. C'est ça. Ça veut dire que tous les gens là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ma chaîne et qui sont passionnés de musique, font de la musique, même ont des projets depuis hyper longtemps, peuvent te suivre sur Twitch et rejoindre la famille en fait. Exactement, m'envoyer leur son. Alors, un petit instant promo, on a fait du coup un truc qui s'appelle AMP, Artist Music Programme. Ok. Et l'idée, c'est de mettre tous les gens éligibles à ça, parce qu'il faut quand même avoir un minimum de talent, Ok. pour que... Aujourd'hui, c'est comment on communique avec des vidéos, quoi. Donc, notre idée, c'est de faire une plateforme où les gens postent leurs vidéos, ils cherchent une musique. On a une intelligence artificielle qui mouline et qui va faire des propositions dans un catalogue. Ok. Et donc, ce que je propose aux gens qui ont du talent, parce que c'est d'accepter d'être dans ce catalogue. On ne leur demande pas d'exclusivité, rien du tout. La musique leur appartient, leur édition, ils gardent tout, etc. Mais simplement, ils ont une chance d'être repérés par quelqu'un qui a envie qui tout d'un coup va poster leur musique sur une vidéo. Si cette vidéo devient un tout petit peu virale, tout d'un coup, on va les découvrir. C'est une manière d'accéder à la musique, à l'image. Et aujourd'hui, on sait que c'est hyper important, quoi. Donc voilà. Carrément. L'intelligence artificielle au Ouais. service un petit peu, on essaye quand même. Tu sais ce que c'est l'intelligence artificielle ? C'est comme le dragon. Tu vois Saint-Georges et le dragon, tu vois cette image ? Non. Saint-Georges, il est sur son cheval et il maîtrise le dragon. C'est un vieux symbole. Mais le dragon, il le tue pas. Il le maintient pour prendre son énergie, pour qu'elle lui ouvre les chakras. Enfin voilà. Tu vois le truc ? Ouais. Donc, l'intelligence artificielle, c'est ça. C'est un dragon. Si tu le maîtrises, le dragon, tu t'en sers pour t'augmenter. Et on a la chance de ça. Il faut pas que le dragon nous bouffe. Il faut que ce soit nous qui chevauchions le dragon. Je crois que c'est quand même le mot de la fin le plus parfait. On n'aura pas mieux. On n'aura pas mieux. Ben, viens, on va chevaucher nos dragons. Elle est chelou cette phrase. On coupera Non. avant peut-être. Merci beaucoup André, c'était génial. Merci. C'était une belle leçon de vie. Je suis sûr que les gens ont kiffé. Dites-nous en commentaire. Et voilà, de toute façon, tous les liens sont dans la description pour aller voir ce que tu fais. Et c'était un beau cadeau vraiment de pouvoir discuter avec toi. C'était vraiment top. Merci camarade. Merci.